Bonjour à tous. Donc le sous-réseau avortement existe depuis 2008 et on va voir un petit peu son histoire, son pourquoi, son comment. Alors pourquoi? On va situer le problème tout d'abord. Si on parle de fréquence d'arrêt de gestation, il y a deux périodes. La première période qui va du premier diagnostic de gestation par échographie à 14 jours jusqu'à la mise en place du placenta, c'est la période embryonnaire. Et là, c'est facile d'avoir un chiffre de perte de gestation, il est de l'ordre de 10%, donc de ce premier diagnostic jusqu'au moment de la mise en place du placenta. Là, on parle de mortalité embryonnaire et pas d'avortement. Et puis, la deuxième partie, lorsque l'embryon devient un fœtus, on arrive à la mise en place, donc on a la mise en place du placenta, et entre cette mise en place du placenta vers le 45e jour et le terme, là, on a réellement les avortements, et là encore, toutes les estimations vont dans le même sens, on est à peu près à 10% de perte de gestation, donc des avortements plus ou moins précoces, comme vous pouvez le voir sur les photos en bas, avec des tout petits fœtus jusqu'à des fœtus quasi à terme. Et on englobe même souvent dans le terme avortement les naissances de poulains qui meurent dans les 24 ou 48 heures après la mise bas. Mais là, les 10%, c'est avant terme. Alors, les causes d'avortement qui vous seront présentées et détaillées tout à l'heure par Claire Logier, on les distingue classiquement en deux catégories, les causes non infectieuses, avec, vous voyez, toute une série de différentes causes possibles, de causes génétiques, qu'on maîtrise encore assez mal dans notre filière, des causes physiques, accidentelles, des malformations. Vous verrez qu'elles sont assez nombreuses. J'ai écrit en tout petit les causes hormonales parce qu'on n'en a aucune preuve et on est à peu près certain que finalement il y en a pratiquement jamais. Des causes iatrogènes peut-être, donc des intoxications dues à certains médicaments, des causes toxiques, et puis des causes immunitaires qui existent certainement, c'est très bien connu en médecine humaine. Il faut imaginer qu'un fœtus, c'est un miracle de la nature, puisque ça représente une greffe, finalement, et c'est une greffe qui prend quasiment à tous les coups par un mécanisme de tolérance immunitaire, et on peut très bien comprendre que de temps en temps, on ait des ratés. Et puis, on a deux causes infectieuses qui sont un petit peu leaders dans l'espèce équine. C'est la gémellité d'une part, les torsions de cordon ombilical d'autre part. On vous en reparlera. À côté de ces causes non infectieuses, on a des causes infectieuses. Et là encore, on les distingue en deux catégories. Les germes spécifiques, avec des origines virales, bactériennes ou parasitaires, et des germes non spécifiques, des germes qu'on retrouve dans l'environnement un peu partout. Alors, parmi ces germes spécifiques, il y a des noms de maladies qui vont vous dire quelque chose. Le virus de la rhinopneumonie, de l'artérite virale. Du côté bactérien, on a les leptospiroses. J'ai laissé, on n'en a pas souvent, des avortements bruxelliques. Et puis, je vous ai mis plein de points d'interrogation parce qu'on ne sait pas trop quelle est l'incidence et quel est le rôle que ces maladies jouent au niveau de la gestation chez la jument. Et puis, côté parasitaire, on a quelque chose qui est bien connu chez les bovins, la néosporose. Et on se pose quelques questions concernant les pyroplasmoses et d'autres parasites. Alors, qui dit réseau d'épidémiosurveillance on s'est focalisé sur les causes infectieuses, et parmi ces causes infectieuses, en fait, il fallait réfléchir, et parmi ces causes infectieuses, on a des risques contagieux qui intéressent toute la filière, et en particulier, vous le devinez, rhinopneumonie, artérite virale sont tout à fait visées. Et puis, on a des causes infectieuses contagieuses qui ne sont pas très contagieuses d'un élevage à l'autre, voire pas du tout, mais qui peuvent être contagieuses ou avoir une même source au niveau des élevages. Et là, donc, il y a un intérêt particulier pour vous, les éleveurs. C'est d'une part la leptospirose et la néosporose qui peut se transmettre de génération en génération. Et puis, il y a des causes infectieuses contagieuses qui ont un impact également sur les autres filières. C'est les maladies qui sont également contagieuses pour d'autres filières, notamment les ruminants. On pense bien évidemment à la brucellose, à la fièvre Q, à la chlamydiose, qui en plus sont des zoonoses.
Et puis, le réseau d'épidémiosurveillance, certes, il a un rôle de veille, mais il a également un rôle de meilleure connaissance. Et donc, il y a d'autres affections, ou certaines qu'on a déjà évoquées, pour lesquelles je vous ai mis des points d'interrogation, parce qu'on ne connaît pas très bien ce qui se passe dans l'espèce équine vis-à-vis de ces différents germes. Donc, voilà le pourquoi. Ensuite, il y a une deuxième contrainte dont Jean-Yves vous a parlé, c'est la contrainte financière. Et donc, contrainte financière, il a fallu, lorsque le réseau s'est mis en place, faire un choix vis-à-vis de ces différentes infections. Et donc, le choix a été porté sur ce qui est contagieux, qui intéresse toute la filière, et puis contagieux également, qui intéresse l'éleveur et qui permet une prise en charge par le RESP, à condition que l'avortement soit déclaré, et sachant qu'on a inclus rhinopneumonie et leptospirose, car ce sont les avortements infectieux, les contagieux, qui sont quand même les plus fréquemment rencontrés et les plus fréquemment rapportés à travers le monde. Et on a gardé comme veille pour toute la filière l'artérite virale, puisque c'est une des manifestations de cette maladie. Alors comment ça fonctionne, ce réseau ? Tout d'abord, pour qu'on puisse faire des recherches, il faut que l'avortement soit déclaré. Donc, il y a une déclaration. Et on a un réseau de vétérinaires sentinelles. Le nombre a encore augmenté. On est plutôt proche de 650 maintenant. Vous avez des petites pancartes qui vous montrent qu'il y en a partout sur le territoire, donc pas de souci. La déclaration se fait en ligne avec un volet particulier sur la page d'accueil du site web du RESP, et il y a aussi une possibilité un petit peu fastidieuse pour l'instant, mais ça va s'améliorer, de déclaration également en appli smartphone. Donc cette déclaration, vous en avez grosso modo ici une présentation avec, on fait de l'épidémiosurveillance, donc il nous faut un certain nombre de renseignements concernant l'élevage, l'animal, et également pour faire des études rétrospectives, il nous faut connaître un petit peu les conditions de vie, les conditions d'utilisation. Et puis la deuxième partie de cette déclaration concerne directement les signes cliniques, avec un certain nombre de renseignements cliniques et bien évidemment la date de l'avortement et la date des prélèvements. Alors, la deuxième phase, une fois qu'on a déclaré, des prélèvements sont effectués, prélèvements qui vont être expédiés à la fois à l'état frais et dans un fixateur histologique. On a changé un petit peu le protocole, on va voir pourquoi on demande ces doubles prélèvements. Les échantillons indispensables pour pouvoir mener à bien une recherche, c'est d'abord un morceau de placenta, et puis, au moins, si on ne peut pas envoyer le fœtus en entier, des organes fœtaux indispensables, le poumon, le rein, le foie. On demande également d'effectuer une prise de sang sur la mère et, si possible, de récupérer du sang au niveau de l'avorton. Alors, quand ces organes arrivent avec le label déclaration RESP, le placenta, les organes fœtaux à l'état frais font l'objet des recherches des maladies précédemment citées, les deux virus impliqués dans la rhinopneumonie, le virus de l'artérite virale et les leptospiroses. Si ce prélèvement se révèle positif pour l'un de ces quatre agents infectieux, à ce moment-là, on va confirmer par une analyse histologique, et c'est la raison pour laquelle on demande d'avoir un double prélèvement dans un fixateur histologique. Quand il y a déclaration RESP, la première analyse recherche des agents viraux est prise à 50% en charge par le RESP, et la confirmation est prise totalement en charge par le RESP. Bien évidemment, si l'éleveur, si le vétérinaire ont d'autres suspicions, il peut être demandé de la recherche d'autres infections dont on parlera tout à l'heure. C'est hors protocole RESP, ce n'est pas pris en charge. Et puis les prélèvements sanguins sont essentiellement constitués pour faire une banque de prélèvements, pour rechercher et pour faire des recherches rétrospectives. On a plein d'idées en tête et on constitue une banque. On vous expliquera tout à l'heure un peu comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Si le labo est positif, vous l'avez vu, il y a une alerte qui est déclenchée, alerte qui apparaît, qui envoie un message. Alors,
Vous avez vu que sur la fiche de renseignement, il y avait tout un tas d'informations qui étaient demandées au niveau des élevages. Dans le message d'alerte, on garde un certain anonymat, puisque la seule mention géographique indique le département. Après une longue discussion sur laquelle on pourrait revenir, il a été décidé de ne pas faire une localisation plus importante. Et donc, vous avez les principaux renseignements. Ça, c'est la dernière alerte avortement herpès virose qui est parue. Alors maintenant, quel bilan faire depuis 2008-2009 jusqu'à 2015 ? On a inclus dans certaines données les premières déclarations 2016. Vous avez ici l'évolution du nombre de déclarations annuelles avec les premières années entre 200 et 300 déclarations et puis un déclin qui nous situe plutôt aux alentours de 150 déclarations par an. Alors ce déclin, il peut en partie être expliqué, vous le savez bien, par la diminution du nombre de juments mis à la reproduction ces dernières années. On a une courbe qui est peut-être un peu plus accentuée que la diminution du nombre de juments saillies, mais ça peut en partie expliquer cette réduction. Mais si on reprend les données initiales, avortement plus ou moins précoce, 10% d'arrêt de gestation, qu'on prend en compte toutes les naissances enregistrées au CIR en 2015, un peu plus de 46 000 naissances, eh bien, ça nous fait dire qu'on a à peu près 5200 avortements plus ou moins précoces qui se sont déroulés à la suite des saillies 2014. Et donc, avec 134 déclarations en 2015, on a grosso modo un avortement sur 40 qui est déclaré. Alors vous allez me dire, oui, mais on a certainement une plus grande vigilance sur certaines races. Donc si on prend la répartition des déclarations selon les races depuis 2008, vous voyez que ça fait presque 1500 déclarations. Effectivement, les races de course, les races de selle représentent 80% de ces déclarations. Donc on reprend les mêmes chiffres et on ne s'intéresse qu'aux races de course et de selle. On a quand même 33 000 naissances enregistrées, une estimation d'à peu près 3600 avortements, et ça nous fait quand même qu'une seule déclaration pour 27 avortements ou arrêts de gestation qui ont dû se produire. Alors l'évolution des déclarations est pas du tout homogène au long de l'année. C'est normal vu la physiologie de la gestation et les saisons de mise à la reproduction. Mais quand on regarde les déclarations en fonction des mois, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, on a surtout des déclarations en fin de gestation. Ce qui fait qu'il y a certainement des arrêts de gestation qui passent totalement inaperçus, qui ne sont pas déclarés parce qu'on ne s'en est même pas aperçu ou on s'en aperçoit trop tard. Donc sur les 3500 ou 5000 arrêts de gestation, il y en a certains que de toute façon on ne déclarera pas parce qu'on s'en aperçoit bien trop tard. Mais quand même, on a une sous-déclaration par rapport au nombre d'avortements qui se produisent. Si on fait maintenant un bilan des résultats positifs de ces recherches, vous apercevez qu'il y a un grand leader, c'est l'herpès virus de type 1, quelles que soient les années, on en a beaucoup. Quelques avortements avec l'herpès virus de type 4. En 2009, on avait des prélèvements qui n'étaient pas les mêmes et on a certainement eu quelques faux positifs avec le HB4 et puis quelques avortements leptospirose également. Mais dans 90% des cas, on se retrouve avec une cause non connue de cet arrêt de gestation, ce qui fait que peut-être les gens se lassent de déclarer, en disant je déclare, mais finalement ça n'aboutit à rien. On est content, puisque si ça n'aboutit à rien, ce n'est pas des germes dangereux ou contagieux pour l'élevage, pour la filière. Donc c'est déjà bien de le savoir, et ça permettra, vous le verrez, de gérer bien les affaires. Une des explications également peut-être de ce faible taux de détection, c'est que dans un tout petit peu plus de la moitié des cas, on a les bons prélèvements, mais dans 45% des cas, il nous manque soit les organes du fœtus, soit le placenta, soit même les deux. Donc évidemment, si on n'a pas de prélèvement, on ne risque pas de pouvoir faire des recherches derrière. Alors quelles sont les perspectives de ce sous-réseau ? Bien, on aimerait
en association, ou du moins en complément des recherches qui sont faites dans le RESP, avoir plus d'avortons à autopsier. Claire Legier vous montrera les résultats d'autopsie qui sont effectués à Dozulé. Et en multipliant les centres d'autopsie, on pourrait augmenter l'identification des causes, parce qu'il y a des causes que l'on peut identifier simplement en autopsiant les avortons. On aimerait bien pouvoir aller voir d'autres causes non infectieuses, des toxiques, des mycotoxines, des médicaments. Ça serait une bonne possibilité, mais c'est pour l'instant totalement hors réseau d'épidémiosurveillance. Ce que l'on aimerait dans le réseau, c'est augmenter le nombre d'agents infectieux recherchés. Il se pose un problème de financement. Alors, est-ce que c'est fait dans ou hors RESP, c'est à voir, mais ça, c'est vraiment un point important. Et Albertine vous présentera les quelques recherches qui ont été menées ou qui sont en cours dans ce domaine-là. Et puis, une des raisons d'être de ce réseau, c'est également d'aller rechercher un petit peu plus loin et de faire des recherches rétrospectives ou voire prospectives dans le cadre ou non du RESP, effectivement. Enfin, ce qui pourrait commencer à être amélioré, c'est d'augmenter le nombre de déclarations et associer à ces déclarations les bons prélèvements. Et donc, si on revient à cette présentation des risques au moins contagieux, bien, vous voyez qu'on a plein de pistes de recherche et qu'on pourrait aller chercher un certain nombre d'autres agents infectieux. On pourrait aller voir des germes non contagieux, et on vous en parlera, des toxiques, des mycotoxines. Mais le problème essentiel, il est là, c'est de trouver des liasses de billets. Et donc, on pourrait imaginer que la filière se mobilise sur ce domaine-là. Quand on connaît les prix des saillies, si tous les étalonniers consentaient à consentir un prix de saillie pour ces recherches-là, ça permettrait peut-être d'éviter des avortements et du coup de regagner pour les paiements des saillies aux poulains vivants. Si on connaissait un petit peu mieux, donc investir un prix de saillie une année et puis finalement regagner les années suivantes, c'est peut-être intéressant. Je vous remercie. Merci Jean-François pour ce bilan et surtout pour avoir souligné l'intérêt pour le RESP d'avoir des dossiers qui soient complets, tant pour les renseignements sur les chevaux, mais également pour les prélèvements dont on a besoin. Est-ce que vous avez des questions? On a 15 minutes là pour commencer à discuter. Est-ce qu'il y a des vétérinaires ou des éleveurs dans la salle qui veulent nous dire pourquoi, dans certains cas, même s'ils suspectent un problème infectieux, ils ne font pas de déclaration? On a un micro là-bas. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question par rapport aux déclarations. Parfois, dans ma clientèle, on envoie beaucoup les poulains à l'autopsie à Dozulé. Donc, ça part, le placenta et l'avorton partent. Donc, je ne fais pas moi-même les prélèvements. Par contre, je veux faire la déclaration RESP, mais ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas finaliser si on n'a pas coché qu'on a envoyé tel et tel prélèvement. Du coup, est-ce que c'est à moi de faire la déclaration ou de toute façon, comme il arrive à Dozulé, eux vont faire la déclaration? Je pense que la déclaration est faite par Dozulé. Elle est faite par Dozulé, on a la confirmation. Donc on n'a pas besoin, nous, de faire la déclaration. Si vous envoyez, oui. Et mon autre question, c'était, parfois on retrouve ni le placenta ni l'avorton. Et du coup, pour moi, je trouve que c'est intéressant quand même de faire la déclaration, mais comme on n'en voit rien, on ne peut pas finaliser la déclaration. Donc est-ce que ça serait possible de modifier le logiciel pour faire par exemple une déclaration, mais malheureusement sans rien, mais juste pour que ça soit pris en compte dans les avortements en fait? Ça l'était avant, puisqu'on a eu des déclarations sans prélèvement. Après, ça peut être intéressant. Ce qui peut être fait, c'est quand même une prise de sang sur la mer. Et donc, du coup, il y aura pour stocker et pour des recherches rétrospectives. Et du coup, vous pouvez déclarer. Et comme il n'y aura pas de recherche de fait, il n'y aura rien de facturé. Ouais, mais en fait, ça ne marche pas. On ne peut pas déclarer si
Si on met juste le sang, le logiciel... Donc il faudrait qu'on mette une case supplémentaire en mettant pas d'avorton retrouvé et pas de placenta retrouvé. Parce que normalement, il y a la possibilité pour tous les réseaux de faire des déclarations sans qu'il y ait de prélèvement, notamment par exemple là, pour la... En fait, on bloque quand on veut valider, il met message d'erreur, cocher une case. On avait bloqué parce qu'on avait trop de déclarations sans prélèvement. C'est le sous-réseau avortement qui bloque. C'était ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, c'est bon? Oui, il y en a une autre. Il y en a deux autres maintenant. Philippe Sanchely, éleveur en Loire-Atlantique. En termes de communication aux éleveurs, je pense qu'on a un travail à faire, car j'imagine que nombreux sont ceux qui ignorent même l'existence du reste. On s'en est aperçu même pour la publicité de la journée, où on a parlé avec certains éleveurs qui, parce que n'étant pas allés, alors sur le site du RESP, le connaissant pas, ils n'y vont pas. On va pas tous les jours sur le site de l'IFCE et il y a une diffusion. Alors comment trouver? C'est quand même une filière où les éleveurs sont assez indépendants. Donc c'est un peu compliqué. Il y a une multitude d'associations, de groupements, donc tous les recensiers. J'ai une petite idée. Ah bah merci. Notamment pour la Loire-Atlantique en tout cas. Je pense qu'on pourrait organiser d'une façon succincte éventuellement une présentation au niveau des éleveurs du reste, tout simplement. Le Tour de France des éleveurs du reste. Monsieur Brouillard, c'est ça? Vous êtes attendu. Why not? Il y a une autre question là devant. Oui, bonjour. C'est plus un commentaire qu'une question et des propositions. En fait, je suis Eric Frédé, je suis à l'ANSES, à l'Agence du médicament vétérinaire, où je suis en charge de la pharmacovigilance. Donc, on a des déclarations de pharmacovigilance suite à des traitements et déclarant des avortements. Donc, il nous est, nous, de notre côté, souvent très difficile de conclure, puisque les examens pour éliminer des causes infectieuses, on n'a bien souvent pas le résultat. Donc, il faut quand même déjà, dans un premier temps, exclure toutes les causes infectieuses avant de pouvoir incriminer le médicament. Donc, je pense qu'on pourrait avoir des relations, des discussions pour améliorer dans les deux sens, ça serait très intéressant. Voilà. Donc, c'était plus un témoignage qu'une question, voir comment on peut collaborer efficacement. Oui, prends bonne note. Merci pour toutes ces bonnes idées, parce que comme l'a souligné Peggy tout à l'heure, c'est vrai que les Normands ont la facilité d'avoir l'ANSES de Dozulé à portée de main, et que c'est vrai que c'est pas forcément la même chose pour toutes les autres régions, et qu'il faudrait qu'on arrive à se structurer aussi dans les autres. On espère beaucoup avec les centres. Il y a un réseau des centres d'autopsie qui se met en place, et on espère beaucoup de cette manière-là pouvoir mobiliser les gens. Alors après, c'est encore malheureusement une question de coût, parce que si il y a le labo pour faire les autopsies, il faut quand même que quelqu'un paye éventuellement l'acheminement du cadavre. Alors pour les fœtus, c'est pas très compliqué, pour les avortons, mais pour les plus gros, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a cette évacuation-là, il faut trouver un financement, et puis il y a le travail d'autopsie qui doit être financé. Alors en Normandie, les collectivités locales ont compris l'intérêt et participent largement au financement, bien que ça diminue, d'après ce que j'ai compris un peu, la participation. Et en fait, il faudrait que dans chaque conseil régional des chevaux, cette question-là soit mise sur la table. Je sais que j'avais essayé de la mettre dans les Pays de Loire. On m'a dit parler des morts, c'est pas très sexy, c'est pas très vendeur, et donc demander des financements pour aller voir pourquoi ils sont morts, c'est pas forcément très satisfaisant. Donc là, c'est vraiment la filière qui pourrait faire remonter ce besoin-là, parce que vous allez voir, Claire va vous montrer que déjà par l'autopsie, on peut identifier un certain nombre de causes d'avortement
et ça permet de répondre à pas mal de questions. Et on est loin des 90% d'inconnus dont j'ai mentionné quand on recherche que les 3 principaux agents contagieux. Donc là, chacun à votre échelle, si vous pouvez un peu intervenir pour qu'il y ait une prise de conscience, pour essayer de trouver un système pour que ces labos, ce réseau de labos d'autopsie fonctionne, ça serait tout à fait profitable pour tout le monde. On n'a plus de questions ? Si, encore une, la dernière. Oui, au sujet des avortements qu'on diagnostique a posteriori, la jument était pleine, on fait l'écho, elle est vide, personne n'a vu de fœtus expulsé, rien du tout, à part le déclarer et envoyer des tubes de sang de la mère. Oui, mais sur lequel on trouvera vraisemblablement pas grand-chose, pour l'instant du moins. Mais, ouais, mais si on est loin, on a un petit peu plus de chance si effectivement on fait 2 prélèvements sanguins à 1 mois d'intervalle, parce que si on est encore en phase d'infection un petit peu récent, on va voir un changement au niveau sérologique. Mais si l'avortement remonte à 2 ou 3 mois, on aura du mal à faire un diagnostic. Mais du coup, c'est pas des analyses prises en charge? Non. Ça vous intéresse si on vous les envoie on peut stocker, oui. Après, il faut à peu près connaître le stade d'arrêt de la gestation quand même. Très bien, mais on va remercier encore une fois le professeur Jean-François Bruyas.